Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Respect. Le but de ce podcast, vous présenter tous les 15 jours un invité dont l'action a une influence positive sur la société. Peu importe son champ d'action, qu'elle soit issue de l'entrepreneuriat, de l'associatif, du sport, du culturel ou encore du public. Ce qui compte, c'est qu'elle ait décidé de se bouger. Leur point commun, énergie positive, courage, détermination et sens du fair play. Bonjour à toutes et à tous, Xavier Teichmann pour Respect, et aujourd'hui je suis content de recevoir Adrien Merlan de Respectable. Mais avant de te demander de te présenter, Adrien, je vais simplement expliquer pourquoi tu es dans ce fauteuil pour cette interview. C'est pour justement ton initiative et ton entreprise qui s'appelle Respectable. Et au fait, c'est une mise en relation qu'il y a eu par Olivier Wenin de OpenFlow qui m'a dit pour le projet Respect, il faut absolument que tu rencontres Adrien. Et voilà, c'est pour. On va parler d'économie circulaire, on va parler d'artisanat, on va parler de responsabilité aussi. Et voilà. Donc bonjour Adrien. Ouais, bonjour Xavier. Voilà, je vais te demander de te présenter maintenant. Quelques mots. Qui es-tu ? Alors, exercice un peu difficile, soit on le fait en un quart d'heure. Non, mais en gros, donc, comme tu as dit, je m'appelle Adrien Merlan et je suis un entrepreneur. Je me considère encore un peu comme jeune, même si c'est plus tout jeune. Quand même. T'as quel âge ? J'ai 34, je suis de 87. Ah ça va, c'est jeune. Hein. Ah, ok. Pour moi, c'est très jeune. Jusqu'à quel âge on peut se considérer comme on jeune ? va dire 40. Jusqu'à 40, on est jeune. Ok, cool. Merci alors. Ça va. Et donc, en gros, ça fait bientôt 10 ans que je suis entrepreneur. Et moi, je suis passionné justement par tout ce qui est, comme tu l'as dit, tout ce qui est développement durable, économie circulaire. C'est vraiment ce qui me motive tous les jours à développer des solutions. Ok, et parle-nous un peu justement de Respectable, parce que pour le moment on n'a pas encore abordé le sujet. C'est quoi ? Moi ça me parle Respect, parce que fatalement notre podcast s'appelle Respect. Et bon, il y a le mot table dedans, donc explique-nous un peu ça. Ouais, comme tu l'as dit, c'était un peu obligatoire de faire la comparaison Respect et Respectable, ça c'est clair. Ça vient justement du entre guillemets jeu de mots entre respect, que j'avais choisi pour respect de l'environnement, et table, qui est un peu un symbole de mobilier. En fait, tout le monde voit ce que c'est une table, tout le monde comprend un peu quel est le travail qu'il y a derrière un travail d'ébéniste. Et donc, on est une menuiserie, mais plutôt orientée ébénisterie sur mesure, avec une spécialisation écologique. Donc, comme beaucoup de menuiseries sur mesure, on va faire des cuisines équipées, des dressings, des bibliothèques, des bureaux, etc. Mais avec vraiment cette réflexion d'être le plus durable possible. Donc on s'est mis un cahier des charges de certains trucs qu'on fait, qu'on ne fait pas, qu'on fait de manière différente, etc. Ok, tu as parlé de menuiserie, d'ébénisterie, c'est quoi ? Moi j'y connais rien du tout, peut-être que nos auditeurs y connaissent quelque chose, j'imagine pas tous, donc tu sais nous expliquer la différence qu'il y a entre les différents termes, ou c'est la même chose, je sais pas, voilà. Alors c'est très flou, et je vais te donner ma réponse, mais si tu vas poser la question à quelqu'un d'autre, tu auras une autre réponse. Alors, première chose, c'est qu'il y a une différence législative, c'est que la menuiserie, c'est une spécialité du secteur du bâtiment, donc c'est un métier protégé, donc il faut vraiment avoir un diplôme pour pouvoir se lancer. Ébéniste, c'est plus le secteur de l'ameublement, et c'est pas un métier protégé. Donc si tu as envie de te lancer ce soir, demain matin comme ébéniste, il vaut mieux pas prendre ton numéro et c'est fait. Si tu me connaissais mieux, en tout cas les gens qui me connaissent doivent bien se marrer parce que j'ai deux mains gauches, donc. Mais je suis gaucher, j'arrive quand même à faire des chouettes trucs aussi. C'est le côté artiste. Ouais. Et sinon, au niveau plus pratique, en fait, un menuisier généralement va s'occuper plus de ce qui est lié aux grosses œuvres de ton bâtiment. Donc ça va être les châssis, ça va être le parquet, ça va être l'escalier, les portes intérieures, parfois même la charpente, etc. Nous, les ébénistes, on va plutôt être orientés mobilier et décoration, quoi. Donc justement, comme j'ai cité, tout ce qui est mobilier sur mesure, ça va être des tables, des tabourets. On a déjà fait même des choses un peu plus variées, genre ça va être des petits cajots à fruits, ça peut être des jeux de société. On a déjà fait aussi des demandes de jeux de société sur mesure. Voilà, c'est un peu la différence, mais ça reste flou, parce qu'on a déjà fait des escaliers aussi. En étant ébéniste, on a déjà même fait des terrasses et des bardages, alors que c'est plus le gros œuvre. Et il y a des menuisiers qui font aussi des jeux de société. Oui, donc, voilà, c'est le travail du bois en soi. En gros, c'est vraiment le travail du bois avec
plus une orientation finition ou gros œuvre, quoi. Oui, c'est ça. C'était menuisier ébéniste. Ok, bah c'est intéressant, je ne savais pas du tout. Je connais les deux mots comme tout le monde, mais je ne sais jamais à quoi ça correspond. Intéressant. Et mais justement, parlons un peu de Respectable, de ta démarche, donc tu m'expliquais déjà, vous faites de l'ameublement, bon, vous avez aussi déjà fait les escaliers, etc. Mais quelle est la philosophie qu'il y a derrière? Parce que j'ai vu en même temps qu'il y avait des certifications, que vous aviez été en 2017 artisan, puis le côté bois durable en 2018. Enfin, voilà, explique-nous un peu le cheminement qu'il y a derrière tout ça. Alors le cheminement, comme j'en avais touché deux mots, vraiment dès le début, c'était de développer une menuiserie durable. Un des premiers actes qu'on a posés, c'est qu'on s'est dit dès le début, en fait, on ne va pas consommer de bois exotique. Voilà, ça c'était vraiment, on s'est dit, il y a assez de variétés de bois en Europe de l'Ouest, on va vraiment prendre des essences qui poussent chez nous, ça ne sert à rien d'aller couper un arbre à 20 000 km plus loin. Puis alors, il y a d'autres petites choses. Donc, par exemple, sur les meubles, on doit appliquer des enduits de finition, des huiles, des vernis pour les protéger. Nous, on va choisir des versions plus écologiques, donc avec des solvants à base d'eau ou des choses comme ça. Et puis, c'est parfois des petits détails. On emballe nos meubles dans des vieilles couvertures et des vieux coussins au lieu de prendre du plastique à bulles. Voilà, donc c'est vraiment... On a des toilettes sèches, par exemple. C'est des petits détails comme ça, mais on essaye de limiter l'empreinte de notre activité sur la planète, quoi. C'est ça, donc c'est pas du bullshit en disant plus tard notre empreinte diminuera, c'est vous dès le début, je dis vous, donc dans ta société, dès le début, vous avez décidé d'être responsable, entre guillemets. Ouais, clairement, c'est vraiment l'ADN, c'est ce qui drive vraiment le développement de l'entreprise, c'est noté dedans quoi, dès le début, et d'ailleurs on n'a déjà pas hésité à refuser des chantiers parce qu'on n'en trouvait pas la logique écologique derrière. Et que si c'est pas pour notre spécialité, en fait, des menuisiers qui travaillent super bien, il y en a plein. Et donc, on préfère parfois laisser passer un chantier s'il y a vraiment zéro aspect écologique derrière, quoi. Et justement, au niveau des chantiers, c'est quoi des chantiers qui font sens pour toi à ce moment-là par rapport à des chantiers que tu refuserais, si tu as des exemples? Ça va être justement, par exemple, dans les bardages, on va plus proposer des essences locales. Même si les gens viennent avec souvent une référence de oui, j'aimerais bien du cèdre, nous on sait que le cèdre il vient du Canada, on a du mélèze qui pousse dans nos forêts wallonnes, on va essayer de convaincre le client, on dit voilà, on peut vraiment travailler sur du mélèze, ça va être un peu notre cheval de bataille. L'isolation derrière un bardage, on va aussi privilégier des isolations plus écologiques. Le choix des essences, comme j'ai dit, en fait. C'est ça, ok. Vraiment, c'est plutôt refuser les chantiers à partir du moment où la personne veut vraiment des essences qui viennent d'ailleurs. C'est ça. Alors que vous avez décidé de travailler avec des essences. C'est ça, exactement. Ok, d'accord. Je croyais que c'était par rapport aux besoins. Ok, d'accord. Et au niveau, justement, tu parles du mélèze qui pousse dans nos forêts. C'est quoi les essences de nos régions, en fait? Moi, j'y connais rien du tout. Donc, les essences avec lesquelles vous travaillez, c'est, j'imagine du chêne, etc. Mais c'est ça. Mais il y a des dizaines d'essences, en fait. Même, je crois que si tu regardes dans ton jardin, tu as déjà bien 3, 4, voire 5 essences différentes. Maintenant, toutes les essences ne sont pas spécialement travaillées. Donc, il y a évidemment l'indétrônable chêne, qui est la grosse part du gâteau, en tout cas pour tout ce qui est autant ameublement que structure. On va avoir dans les résineux l'épicéa, le mélèze, le Douglas. Ce sont les 3 les plus connus. Et nous, justement, on aime bien varier. Donc, on a déjà travaillé le tilleul, le bouleau, le noyer, le merisier, l'aulne, le charme. Enfin, ouais. Il y a vraiment énormément d'essences qui poussent chez nous. Et chacune a ses qualités et ses défauts. Et donc, aussi en fonction des projets, on va choisir un peu parfois, orienter le client vers des essences différentes, quoi. C'est vrai, c'est intéressant parce qu'on a eu il y a quelques épisodes Zafy Cycles, je ne sais pas si tu as déjà entendu parler, c'est deux jeunes, 3 jeunes, dont 2 sont ingénieurs agronomes et qui ont créé un cadre de vélo en bois. Et donc ils ont 2 essences différentes et au fait c'est simplement au niveau de la couleur. Il y a un plus foncé, un plus clair. Mais c'est hyper design, hyper classe, mais le bois revient très fort, quoi. Donc voilà, intéressant sur les essences. Et voilà, vous avez reçu aussi un label artisanat, etc. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est? Est-ce que c'est quelque chose d'officiel ou est-ce que c'est juste un label comme ça? Non, c'est quelque chose de complètement officiel. En fait, c'est l'État belge, comment on appelle ça, le SPF Finance, voilà, qui
qui génère ce label. Et donc, il y a des critères objectifs. Donc, c'est d'être un artisan dans le sens, il y a un chiffre d'affaires maximal, bon, je ne sais plus combien, mais il y a un chiffre d'affaires maximum, un nombre d'employés, etc. Et puis, il y a le fait de travailler vraiment quelque chose de manuel. Donc, un informaticien, malheureusement, il ne pourra pas... J'imagine. Voilà. J'imagine pas encore. Et alors, après, on passe devant un jury. Et là, il y a un aspect plus subjectif où on présente vraiment notre projet, ce qu'on fait, etc. Et là, il décide si on peut avoir ce label ou pas. Oui, donc il y a quand même aussi une reconnaissance du travail accompli. Vous montrez des pièces ou vous devez montrer... Oui, clairement. Ah oui, ok. Donc, clairement, il faut qu'on montre les réalisations qu'on a fait. Je ne crois pas qu'ils jugent sur la qualité esthétique des réalisations, parce que ça serait vraiment trop subjectif. Mais qu'on puisse prouver justement qu'on n'a pas été acheter des trucs et les revendre. C'est vraiment de la fabrication. C'est ça, il y a la fabrication. C'est ça. Oui, c'est ça. Okay. Il y a vraiment ce côté-là. Et donc il va y avoir des chocolatiers, des potiers, voilà, vraiment tous des artisans. Ok, c'est intéressant. Voilà, c'est cool de l'avoir gagné, de l'avoir mérité. Donc top. Et alors, je voyais qu'en 2018, c'était sur le bois durable. Donc ça, c'est ce que tu nous expliquais avant. C'est les essences. C'est ça. En gros, donc nous, dès le début, on avait décidé justement de travailler uniquement sur les essences européennes. Et puis, au fur et à mesure, on s'est dit, oui, en fait, les essences européennes, mais on va essayer d'éviter d'aller acheter dans le sud de la France, même si on n'a rien contre le sud de la France, si on sait le trouver plus près, etc. Et donc, on a vraiment devenu de plus en plus local et en circuit court. Et on faisait ça nous-mêmes. Et puis, en fait, par le réseautage, on est tombé sur le réseau Bois Local, qui est vraiment un label créé par l'Office économique wallon du bois. Et donc là, ça a été une opportunité pour nous, parce qu'on c'était en mode, on le fait déjà, donc on répond au cahier des charges, mais rentrer dans un label, dans un groupe d'entreprises qui a la même vision que nous, ça peut être que positif. Et puis Bois Local fait des campagnes justement publicitaires pour la promotion du bois local, etc. Donc c'était vraiment rentrer dans quelque chose qu'on faisait déjà, mais qui avait l'intérêt de rentrer dedans. Ok, d'accord. Et outre la publicité, qu'est-ce que ce type de label apporte au fait pour le client, donc pour le client particulier, en fait, c'est un moteur de recherche où on peut trouver des entreprises où on a la garantie justement qu'il y a cet effort de travailler en bois local, en circuit court. Donc c'est vraiment rassurant. En fait, on ne doit pas nécessairement aller espionner l'entreprise parce qu'il y a la garantie par le label que je crois que le rayon, c'est 200 km d'approvisionnement autour du siège social de l'entreprise. Donc c'est quand même assez strict. Et du côté entreprise, en fait, du coup, c'est un peu un club d'entreprises qui ont un peu les mêmes valeurs. Et donc, il y a notamment pas mal de scieurs dans ce label qui sont nos fournisseurs. Donc c'est chouette d'avoir justement des fournisseurs qui partagent le même point de vue que nous, quoi. Et c'est ça, d'un point de vue collaboratif, on se comprend mieux et on se respecte plus, quoi. Ok, excellent. Oui, justement, comment t'en es venu non, avant que je te pose cette question, je faisais un peu mes devoirs, j'ai été sur ton site et je voyais qu'au niveau de l'économie circulaire, il y avait un beau petit schéma avec pas mal de points. Qu'est-ce que ça représente dans ton métier, l'économie circulaire ? C'est une question assez vaste. Ça représente tout, de la conception à la réalisation, à la façon de se développer. C'est vraiment comme tu as vu le schéma, en fait, d'être une. Je le mettrai sur le site. C'est vraiment ça. Donc, au moment de construire l'atelier, on a réfléchi justement à l'isolation pour brûler moins de bois de chauffage. On a une chaudière qui permet de brûler nos chutes au lieu d'abattre des arbres pour se chauffer. On a des panneaux solaires qui alimentent un véhicule électrique et qui alimentent les machines de l'entreprise. On a justement, nos copeaux vont dans nos toilettes sèches et puis on a un compost qui en fait justement de la matière organique, de l'engrais. Et on a un système de plantation d'arbres pour refabriquer, pas notre propre matière première, parce qu'un arbre, ça prend longtemps pour pousser, mais entre guillemets, la boucle est bouclée, vu qu'on a replanté la matière première des générations suivantes, en fait, qui vont, si tout va bien, faire le même métier que nous, quoi. Oui, donc c'est vraiment de la conception de ton atelier jusqu'à la manière de travailler et la récupération des déchets, entre guillemets, parce que ça reste du bois. Tout est pensé, quoi. Presque tout. Presque tout. Tout, ça serait trop facile de dire ça y est, on a réussi à 100%. Mais en tout cas, on va vers ça.
il reste clairement la part du bois qui va chez le client. Ouais. On n'y avait pas réfléchi. Maintenant, via notre projet annexe, les petits doigts, dont on pourra en parler plus tard, on y réfléchit de plus en plus, mais ça reste un point de se dire, le client aussi, à un moment, il va jeter cette partie-là, et lui, il n'aura pas une chaudière pour recycler ça en énergie, etc. Et puis même, une fois que c'est verni, etc., tu peux... Nous, justement, on utilise des huiles écologiques qui donc tu peux brûler, dégagent. Ouais, on peut vraiment brûler sans problème. Puis ça reste brûlé, c'est la moins chouette valorisation, en fait. Si on peut, par exemple, transformer à un moment, j'en sais rien, un parquet en lampe et puis une lampe en autre chose, etc., arriver à plusieurs stades avant justement de détruire, ça c'est encore mieux, quoi. C'est ça. Et tu parlais d'un projet, tu dis on en parlera plus tard, mais explique-nous un peu, tu parlais des petits... Le projet Les Petits Doigts, donc voilà. Il est en gestation depuis quelques années, mais on l'a lancé vraiment officiellement en janvier, donc il a tout pile 1 an. Là, c'est sortir du sur-mesure, donc on produit justement du petit mobilier et de la décoration en petite série, parce qu'on reste artisan, donc quand je dis en série, on les produit par 50 ou par 100, donc c'est vraiment et c'est déjà pas mal. Hein. et du coup, on vend, en fait. Le sur-mesure, on répond aux désirs des clients, tandis que pour les petits doigts, en fait, on a construit quelque chose qui plaisait et on essaye de trouver les clients qui s'appelaient. En fait, on a fait ça parce qu'on avait quand même une petite frustration dans le sur-mesure, c'est qu'on répond à des cahiers de charges. Et souvent, on trouve que les cahiers de charges n'est pas assez écologique à notre sens, mais on doit répondre aux désirs du client. C'est logique. Ça reste clairement le truc. Et on s'est dit, en fait, comment sortir ça en s'imposant notre propre cahier de charges. Donc, les petits doigts, c'était vraiment la première étape. S'imposer un cahier de charges aussi strict qu'on veut. Et puis après, justement, c'est essayer de trouver des personnes à qui ça plaît. Mais voilà. Okay. Et c'est quoi? Ça va être c'est un site à côté. C'est sur un site internet ou c'est un magasin où est-ce que c'est commercialisé ou c'est dans des magasins chez des partenaires? Comment est-ce que je peux trouver une pièce des petits doigts? Alors pour le moment, tu peux soit aller dans des magasins, mais ici dans la région, on n'en a pas encore, ou alors on a notre site internet, notre webshop, qu'on a sorti ici au printemps, et donc on vend en direct. Et comme sur tous les sites internet, c'est par système de colis postal, etc. C'est ça, ok, voilà. D'accord. On ira voir, je mettrai les liens et tout ça. Ça va, parfait. Voilà, mais comment est-ce que tu es arrivé dans ce monde du bois? Parce que tu as fait pas mal d'autres choses, j'ai l'impression. Ouais. Hein, donc, quand on va sur ton LinkedIn, on voit qu'il y a eu d'autres voies empruntées initialement. Et puis, je vois que ça a bifurqué à un moment donné. Donc, explique-nous un peu tout ça. Comme beaucoup de gens, j'ai l'impression, c'est de la réorientation. En fait, pour la petite histoire, aussi, comme je suppose quand même certains profils, beaucoup de facilité à l'école secondaire, surtout en maths et en sciences. Et donc, à ce moment-là, le choix par défaut, que ce soit les parents, les profs, c'est la petite amie, t'es doué en maths et en sciences, fais ingénieur. Donc, je me suis lancé là-dedans. J'aime bien les matières parce que je suis curieux, mais à 18 ans, je réfléchissais pas à mon projet de carrière en me lançant dans des études d'ingénieur. Et là, j'ai été face au système universitaire où juste écouter en classe ne suffit plus pour réussir. Donc, il y a d'autres tentations aussi qu'on n'a peut-être pas en humanité. On a un cote, on est à Louvain-la-Neuve. Enfin voilà, j'ai pas besoin de rentrer dans les détails. Je pense qu'il y en a beaucoup qui comprennent de quoi tu veux parler. Et donc j'ai raté ma première. Puis j'ai raté genre le 10 septembre, le 11, sur un coup de tête, et parce qu'un ami revenait d'Australie, je me suis dit je pars en Australie, je me fais une année sabbatique. Puis je suis revenu faire une première, deuxième, mais j'aimais bien les matières, mais toujours sans comprendre la finalité derrière, en fait. Donc voilà, j'ai décidé d'arrêter, expliquer aux parents qu'on arrête, etc. Et puis je me suis lancé en fait dans une formation pour adultes, du coup, dans le bois. Parce que je savais que je voulais quelque chose de plus manuel, mais c'était encore un peu flou, exactement là où je voulais tomber. Et en fait, en 48 heures, j'ai compris que c'était pour moi, quoi. Une fois que j'ai eu les outils en main et tout... La révélation était faite. Ouais, c'était cool, franchement. C'est génial d'avoir il y a des gens qui l'ont jamais, tu vois. Il y a des personnes qui, tout à coup, tu dis c'est une réorientation, mais il y a des gens, ils vont se réorienter peut-être à 50 ans, tu vois. Donc, tu as eu, entre guillemets, dans ton désamour de ces études-là, une chouette opportunité, quoi. Ouais, clairement, franchement. Sur le moment, pas te mentir que c'était toujours un peu vu comme un échec. Hein. Rater des études, c'est toujours vu comme un échec, mais avec le recul, j'en tire surtout beaucoup de positifs. Vraiment 99% tant mieux, parce positif. Donc.
quand on voit que ça fait maintenant 10 ans que tu as créé, que tu travailles sur le projet Respectable, et quand on entend tout ce que tu as déjà accompli et la manière dont tu as réfléchi à faire le plus durable possible et tout, ben, c'est plutôt du succès, hein. Donc c'est cool, quoi. Qu'est-ce que ça t'apporte de faire ça? De faire justement cette entreprise de manière durable, de cette économie circulaire, ce côté, voilà, tout ça. Qu'est-ce que ça t'apporte de faire ça? T'as bien compris que c'était pas financier, ce que j'attendais comme réponse. Non, c'est clairement pas financier. Pour moi, si on pouvait arrêter de me poser la question de quel est ton chiffre d'affaires cette année, mais plutôt de combien de tonnes de CO2 tu as réussi à éviter, je préférerais répondre à la deuxième question, clairement. C'est vraiment ce qui me motive vraiment le matin pour me lever, c'est vraiment ça, quoi. Comment je vais réussir à limiter mon impact tous les jours un peu plus, quelle idée je vais avoir, quel challenge va tomber, tout en restant dans la réalité, bien sûr, oui. que l'idée parfaite n'est rarement applicable telle quelle, quoi. C'est vraiment ça qui donc ça, c'est ton drive, c'est d'arriver à diminuer ton impact. Vraiment, et quand tu arrives à trouver quelque chose qui fait que l'impact diminue, qu'est-ce que ça te fait? Je passe une très très bonne journée. Très très bonne journée. Excellente journée, ouais. Okay. Parfait. Quelles sont les personnes ou les modèles ou oui, c'est ça, les personnes qui t'ont inspiré? Qu'est-ce qui fait au fait que tu es sensible à cette cause, justement, au fait? Et donc ça, c'est un. Puis deuxième partie de la question, est-ce qu'il y a des personnes qui t'ont plutôt inspiré et que tu t'es dit, tiens, je vais être entrepreneur, je vais me lancer? Alors, qu'est-ce qui fait que j'ai cette sensibilité justement au développement durable? Je ne sais pas trop, malgré toutes les introspections intérieures, j'ai des pistes, donc je vais te donner les pistes. Parce qu'il faut savoir que moi, j'ai eu mon premier contact avec la durabilité qui était via le recyclage en 3e ou 4e primaire, je crois. Je me souviens qu'il y a une personne extérieure à l'école qui est venue présenter les sacs PMC, les petits sacs bleus pour le recyclage. Et j'ai ramené ça à la maison et mes parents se sont dit « Ah, c'est chouette !» et c'est comme ça qu'on a commencé à recycler. Donc déjà, le fait que mes parents soient dit « Ah, c'est chouette, on va installer cette poubelle », moi j'étais tout content de ramener une innovation à la maison. Ben, ça a déjà aidé, en fait. Il y a quand même peut-être 70-80% de chances qu'ils aient dit ouais, non, je vais pas m'encombrer d'une poubelle de plus chez moi. Ouais, c'est quoi ce truc? Voilà. On nous emmerde. Clairement, parce que je me souviens avec mon père, c'était quand même l'époque où quand on devait jeter des encombrants, il y avait un grand trou. Tout le monde venait, les particuliers, les entreprises, jeter des trucs dans le grand trou et 2 fois par an, on y mettait le feu, quoi. Et quand je dis grand trou, on y mettait des centaines de camions d'un coup. Ah oui, c'est ça. Donc c'était, voilà, ça nous paraît difficile maintenant d'imaginer ça, mais et je crois que ceux qui sont passés par là se souviennent sûrement de l'histoire de jeter des vieux meubles dans un grand trou pour les brûler. Ça dépend où, évidemment. Oui, ça dépend où. Mais à Namur, c'était comme ça, en tout cas. Ok. Et donc, voilà, cette personne qui est venue à l'école, tes parents, et pour le côté entrepreneur, est-ce qu'il y a des gens qui t'ont marqué ou qu'est-ce qui a fait que tu t'es lancé là-dedans, justement? Pourquoi tu n'as pas été... tu as suivi ta formation en menuiserie, ébénisterie, etc. Tu aurais pu être salarié. Pourquoi pourquoi tu as créé ta boîte? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est derrière ça ou est-ce que c'est parce que c'est ta mentalité ou... C'est plus ma mentalité que quelqu'un en particulier. Maintenant, plus avec le recul, je commence à apprécier justement voir d'autres entrepreneurs, essayer de capter leur truc. Mais au moment où je me suis lancé, c'était plus cette volonté de faire une menuiserie écologique. Je tapais sur Google, ça n'existait pas en fait. Une menuiserie écologique, il y avait 0 résultat qui apparaissait. Mon maître de stage, je l'adorais techniquement et tout, mais enfin niveau écologique, je trouvais ça catastrophique ce qu'il faisait. Et du coup, je me suis lancé plus comme ça. Après, je considère pas m'être lancé comme entrepreneur, je considère m'être lancé d'abord comme indépendant. Mmh. Et puis après avoir fait un virage vers entrepreneur, je trouve que c'est 2 choses vraiment différentes, être indépendant et être entrepreneur. Et justement, c'est en découvrant que je pourrais agir beaucoup plus en tant qu'entrepreneur qu'en tant qu'indépendant. C'est ça qui m'a motivé à devenir entrepreneur. Ok, d'accord, très bien, parfait. Est-ce que tu as des petits trucs et astuces qui t'aident au quotidien, justement? Parce que voilà, maintenant c'est entrepreneur, donc y a pas mal de taf, beaucoup de boulot, et puis même cette réflexion à chaque fois sur comment est-ce qu'on peut améliorer notre empreinte, enfin justement en laisser le moins possible. Quels sont tes trucs et astuces que tu peux partager avec nos auditeurs pour gérer au quotidien?
Est-ce que c'est pour gérer ou plus justement essayer d'aller plus loin dans ma démarche? Ça peut être les deux. Pour gérer, je suppose que c'est comme beaucoup de gens, essayer de rationaliser les choses, d'avoir un bon planning, des outils, que ce soit des outils informatiques, des personnes de référence, qu'on sait directement à qui s'adresser quand on a un problème, au lieu d'essayer de chercher la solution tout seul par soi-même. Et alors au niveau de la motivation à continuer le développement, il y a toute une partie où c'est en interne, où je me dis vraiment tous les matins, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer? Parfois, je me pose trop la question, est-ce que je réinvente la roue 5 fois par an? Mais ça reste quand même une motivation interne. Et alors, la motivation externe, c'est le réseau. Moi, j'adore justement, avec Olivier Wenin, il a OpenFlow un partenariat avec Linkcube. Et là, on rencontre des jeunes étudiants justement qui ont plein d'idées géniales et ça inspire super fort. Aussi, j'ai fait l'inverse. Donc, j'ai déjà expliqué mon parcours à un parterre de jeunes étudiants. Et puis après, voir leurs questions et tout, ça challenge super. C'est vraiment s'entourer de personnes qui sont dans les mêmes idées, dans les mêmes envies que soi, ça nourrit énormément. Ok, top. J'aimerais bien voir si tu as un livre ou un podcast ou quelque chose que tu pourrais recommander à nos auditeurs. Je lis très peu, j'avoue. Ça peut être une émission, ça peut être... J'écoute pas mal de podcasts US. J'ai un peu une relation ambiguë et un peu paradoxale avec le système sociétal américain. Il y a beaucoup de choses que j'aime pas, mais il y a des choses qui me fascinent chez eux aussi. Et donc, comme beaucoup de personnes, je crois. Comme beaucoup de personnes, je crois. Ouais. Et alors, du coup, j'écoute pas mal de podcasts. Ça va aller du très classique TED Talk ou des podcasts genre Reply-All, Planet Money, des podcasts de start-up américaines. Voilà. Alors, tu sais, ça a beaucoup d'anglais, quoi. Ouais. Un an en Australie, normalement, ça doit aller, quoi. Oui, ça va. Franchement, ce serait dommage. J'ai pas à me plaindre. Ce serait dommage, en effet. Et une citation qui t'inspire? Alors là, c'est aussi une bonne question. À mon avis, ça va te faire rigoler. c'est pas vraiment une citation, c'est deux petites phrases un peu débiles, mais qui me font rire et qui sont aussi paradoxales. Il y en a une, c'est no pain, no gain. Donc là, c'est plus le côté, à un moment, si tu veux quelque chose, il faut vraiment se bouger le cul. Et alors, il y a l'autre côté, c'est Inch'Allah. Et là, c'est vraiment l'inverse, de se dire, en fait, on ne contrôle pas tout. Et j'aime bien justement ce mix un peu entre les deux, de je me donne à fond, mais à un moment, adviendra ce qui pourra. Et, C'est ça. Mais c'est un peu comme on dit, comme il y en a qui disent, j'ai eu de la chance. Parfois la chance, il faut la provoquer. Si on ne fout rien, la chance ne vient pas. Donc, je vois ça parce qu'on parlait un peu des études. Moi, je me rappelle, il y avait toujours des gars aux examens, ils avaient choisi j'ai le mauvais questionnaire. Et puis une fois que les gars se mettaient à bosser, moi je vois ça aussi parce que je donne quelques cours et puis aux examens par exemple, je vois une fois que tu vois les gars qui bossent, c'est marrant, il n'y a pas de mauvais questionnaire, tu vois, tous les questionnaires sont bons. Et du coup ils vont dire j'ai eu de la chance, j'ai eu le bon questionnaire. Non, t'as bossé, c'est tout. Mais effectivement ça recoupe un peu ce que tu racontes. Ok, top. On arrive à la fin du podcast et je voudrais savoir, donc déjà je te remercie de t'être prêté au jeu. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour le futur? Ce qu'on peut me souhaiter pour le futur, plein de choses. D'abord, j'en profite d'avoir le micro pour faire un petit appel. Moi, je rêve de m'associer. Je suis tout seul et je rêve vraiment de trouver un associé pour partager l'aventure. Que ça soit les moments de joie. Par exemple, à un moment, on a reçu un trophée, justement, jeune entrepreneur du secteur du bois. J'avais personne avec qui partager ce trophée. Effectivement. Voilà, les moments de joie, on les passe tout seul. Et puis parfois, les moments où on a l'impression d'être dans un cul-de-sac, on ne sait pas s'en sortir, on a personne aussi qui partageait. Parce qu'on peut avoir un réseau de gens avec qui partager des informations plus financières, des informations plus stratégiques, des informations plus liées à la RH, des choses comme ça. Mais j'ai l'impression qu'un partenaire, c'est vraiment comme un couple, en fait, un associé. Bien sûr, tout à fait. Mais je vois ce que tu veux dire, oui, Et exactement. donc, si tu peux me souhaiter quelque chose, c'est de trouver un peu comme en amour, de trouver le partenaire idéal. le partenaire idéal pour ou la respectable. Évidemment. Ah oui, voilà, ça peut être dans tout, oui, bien sûr.
Ben, on va lancer un petit appel du coup. Voilà, je pense que c'est entendu et sans doute aussi au niveau de certains réseaux comme OpenFlow où il y a peut-être des gens qui sont intéressés. Ben voilà, l'appel est lancé. Si cette aventure vous tente, allez, pour toi, ce serait quoi les qualités? Ben voilà. Ce serait quoi les qualités? Parce que comme ça, la personne peut peut-être, que ce soit homme ou femme, hein, la personne peut se reconnaître. Ce serait quoi les qualités d'un partenaire idéal dans tout ce qui est respectable? J'imagine les valeurs, partager les mêmes valeurs que toi. Faut pas que ce soit quelqu'un qui arrive en gros Porsche Turbo, tu vois. Donc... j'ai aucun problème contre la Porsche Turbo, mais il faut pas que l'objectif ce soit justement l'argent. En fait, pour moi, j'ai aucun tabou avec l'argent. Je peux donner mon salaire, tout ce que tu veux. C'est un outil. Pour moi, l'argent est un outil, il faut en avoir. Mais non, et quand je disais ça, c'était pas plutôt trop l'aspect de le collectionner, par contre. Oui, non, mais quand je disais ça, c'était plutôt la boutade avec le fait que vous avez des panneaux solaires pour un véhicule électrique, et qu'à côté de ça, on arrive avec un gros brûleur d'essence. Non, moi, j'ai pas de souci avec ça non plus. Donc, ce serait quoi? Partager les mêmes valeurs? Ça d'office. Pour moi, là, j'ai l'impression qu'on pourrait pas faire tourner une boîte si on n'est pas aligné sur les valeurs. Clair. D'ailleurs, on parlait de livres que je ne lis pas beaucoup. J'avais quand même commencé à lire justement un livre. Je ne reviens plus dessus, mais c'était vraiment qui expliquait comment aligner les valeurs avec ses associés. Donc ça, c'était assez intéressant. Je pourrais peut-être te donner après la référence. Tu peux toujours l'envoyer, oui. Voilà. Mais donc vraiment l'histoire des valeurs. J'ai l'impression qu'au niveau vraiment plus technique, de ne pas être trop redondant au niveau des compétences. Donc moi, je suis vraiment orienté technique. Donc maîtriser les process de production, etc. C'est vraiment mon dada, optimiser tout ce qu'on veut. Par contre, au niveau plus commercial, marketing, voilà, c'est ça. Donc ça ne doit pas être quelqu'un qui spécialement sait mettre les mains au bois, ou quand même, mais plutôt commercial, marketing, etc. Ah oui, non, pas du tout mettre les mains au bois, parce que moi, je gère l'atelier, et puis on a une équipe qui est en production, et c'est vraiment plus... Vraiment le côté développement business, quoi. Ouais, vraiment ça. Okay. Après, c'est pas le critère principal. Le critère principal, c'est vraiment d'être aligné au niveau des valeurs. Ok. Ouais, c'est vraiment ça. Et si c'est quelqu'un plus un profil financier qui n'est pas un profil marketing, ou même si c'est un autre profil technique, voilà. Dans l'idéal, je sais que mes plus grosses lacunes sont en marketing, mais c'est vraiment d'être aligné sur les valeurs. Ouais. Eh ben. L'appel est lancé et on espère que tu trouveras des prétendants ou des prétendantes. J'espère aussi. Voilà. En tout cas, je n'hésiterai pas à te tenir au courant de l'évolution de ça. À fond, ouais, ça me fera plaisir. Écoute, l'épisode se termine ici. Merci beaucoup d'avoir joué le jeu. J'ai apprécié cette discussion. J'espère que nos auditeurs aussi. Et je te dis au revoir et tiens-moi au courant alors. Super, et un grand merci à toi pour ce chouette moment. J'ai vraiment aussi apprécié discuter de ça avec toi et je te tiendrai au courant sans problème. Parfait, avec plaisir. Merci à toutes et à tous pour votre temps, pour votre écoute. Et à la semaine prochaine. Au revoir. Si cet épisode vous a plu, pensez à le partager à 3 personnes. Et surtout, laissez-nous une note 5 étoiles et un commentaire positif. Ça aide ce podcast à être plus visible. Pour être informé des prochains épisodes, rien de plus simple, abonnez-vous. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout. À bientôt. Au revoir.